8h20, Sébastien, c'est l'heure de retrouver votre invité politique. Vous recevez ce matin la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en studio à la veille du lancement de ce G7 à Biarritz. Notre maison brûle, voilà ce qu'a tweeté Emmanuel Macron hier soir en reprenant la célèbre phrase de Jacques Chirac face aux gigantesques incendies qui ravagent l'Amazonie. Il ajoute ce sujet à l'ordre du jour du G7. Que va faire la France pour faire pression sur le Brésil ? Il faut qu'on soit extrêmement affirmatif. Je crois qu'aujourd'hui, sur le changement climatique, il y a ceux qui sont dans le déni, ceux qui crient au loup mais ne font aucune proposition, et nous prenons nos responsabilités. Et au plan international, nous mettons le sujet sur la table des 7 plus grandes démocraties en termes économiques du monde pour en faire un sujet mondial. Parce que l'Amazonie, c'est 20% de la captation du CO2 mondiale. Là où, pour vous donner une idée, la France, elle représente 1,2% des émissions de CO2 mondiales. Donc, on peut faire beaucoup de choses chez nous, et on fait beaucoup de choses, mais ce sujet-là, on doit l'assumer, même s'il gratte, même s'il fâche, comme étant un sujet que nous devons porter, et que nous devons porter face des États-Unis, qui, pour le dire gentiment, sont pas totalement investis et qui sont sortis de l'accord de Paris, et d'où l'intérêt de se saisir du G7 et de ce moment qui est quand même un moment où toutes les caméras de télévision sont braquées sur les dirigeants politiques et où l'Europe peut aussi jouer ce rôle de conducteur, d'avant-garde pour faire prendre conscience aux autres pays de leurs responsabilités par rapport au sujet. Est-ce qu'il faut par exemple arrêter toute discussion sur l'accord commercial qui se négocie avec le Brésil, l'accord avec le Mercosur ? Bien au contraire. Je rappelle que l'accord du Mercosur prévoit une clause de respect des engagements de Paris avec un mécanisme de sanctions si ce n'est pas respecté. Qui a demandé à ce que cette clause soit mise dans l'accord du Mercosur ? C'est la France. Et on est complètement cohérent avec notre position. Mais si ça n'est pas respecté, justement, est-ce qu'il ne faut pas agiter la menace d'arrêter complètement toute discussion ? Eh bien, c'est bien l'objet. C'est-à-dire que pas de bras, pas de chocolat. Vous ne voulez pas vous investir dans le sujet des accords de Paris, vous n'aurez pas accès aussi facilement que vous le souhaitez à nos marchés. Et c'est l'enjeu de cet accord. Il est clair qu'on est en train de l'évaluer et probablement ça va appeler une réflexion autour de cet accord. Je rappelle qu'il n'est pas mis en œuvre aujourd'hui. Il est dans une phase d'adoption par l'ensemble des parlements européens. Et là, l'enjeu, c'est de savoir est-ce que, à ce stade, on estime qu'on ne peut pas le mettre en œuvre ou on le met en œuvre et on pense que le mécanisme qui bloque les échanges dans l'accord est suffisamment puissant pour justement permettre d'installer ce rapport de force. Encore faut-il que ce mécanisme de sanction puisse fonctionner. C'est exactement le sujet, et c'est pour ça que nous sommes en train de revoir le contenu exact de l'accord pour voir si ce mécanisme est suffisamment opérationnel pour faire ce rapport de force. Mais encore une fois, il faut installer un rapport de force avec le gouvernement brésilien si on veut obtenir quelque chose. Le fait de dire on s'en lève les mains fera que la forêt amazonienne continuera à brûler. Alors venons-en à ce G7 donc, qui commence demain et dont certains observateurs se demandent bien à quoi il va servir. La photo sera belle, on le sait, il fera beau sur la plage à Biarritz. Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Eh bien, très clairement, d'avoir notamment cette discussion. J'en attends également un certain nombre d'avancées sur le volet du développement économique en Afrique, avec un partenariat qui soit plus fort pour le développement africain, et tout le travail qui est fait par le Conseil consultatif pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui doit nous permettre de faire des avancées matérielles sur la situation des femmes dans le monde et dans chacun de nos pays. Et effectivement, moi je suis très impliquée dans ce sujet parce que la promotion des femmes dans l'économie, c'est un levier de performance, ce n'est pas seulement un sujet d'égalité et de justice sociale, et nous avons là aussi un agenda qui est très chargé. Est-ce que ce format-là a encore du sens ? On le disait avec Didier François à l'instant, à la création du G7, les 7 pays représentaient 62% de l'économie mondiale, aujourd'hui 45% seulement. Est-ce qu'on peut prendre des décisions sur l'économie mondiale en l'absence de géants comme la Chine ou la Russie ? Alors la Russie, vous l'avez vu, elle est sortie du G7 pour des raisons qui sont liées à ses positions sur l'Ukraine. Mais le président Macron continue à l'associer. Et là aussi, ça fait partie de notre diplomatie internationale, c'est-à-dire de maintenir la pression et de dire les choses, que ce soit sur les droits de l'homme
ou d'autres sujets d'intervention internationale, tout en maintenant la discussion, le fil de la discussion avec les pays. Le fil de la discussion, il est ouvert avec la Russie, il est ouvert avec la Chine, et au niveau du G7, nous avons un modèle économique et un modèle de démocratie qui est proche, qui doit nous rendre plus forts de notre capacité à faire des propositions au plan international, et justement à influencer des pays comme la Russie, à influencer des pays comme la Chine. Et pourtant, on a le sentiment que ce monde occidental, que ces 7 pays ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un clan, en gros, des populistes, Trump, Johnson, contre tout le reste ? C'est un très bon sujet, vous avez totalement raison. On est à un moment un peu historique d'essoufflement de notre modèle démocratique occidental, où vous avez du doute qui s'installe dans les populations, et où nous avons une responsabilité qui est totalement assumée par le président de la République, d'essayer de redonner du souffle au modèle économique européen et au modèle politique européen, pour faire en sorte qu'on sorte de cet isolationnisme et de ce unilatéralisme qui est très dangereux pour l'Europe. Ça va être un G7 de rapport de force, vous le disiez, rapport de force. Ça va être un G7 d'affrontement sur les GAFA, le climat, l'Iran, le Brexit. Ça manque pas les sujets. Exactement, vous avez complètement raison. Les sujets ne manquent pas, mais si on n'assume pas d'avoir une position forte, répétée, et de mettre les sujets qui fâchent sur la table, on n'avancera pas. Et aujourd'hui, on a une responsabilité au niveau européen qui est majeure, parce que nous sommes le pays qui est finalement, en termes d'économie, est plutôt dans une meilleure posture que les autres, et qui, en termes politiques, est plutôt dans une meilleure posture que les autres. Comparaison n'est pas raison, ça ne veut pas dire qu'on est dans la meilleure posture possible, mais en tout état de cause, nous avons un équilibre des institutions qui semble meilleur qu'au Royaume-Uni actuellement, que l'Italie qui cherche un gouvernement, que l'Allemagne qui est dans une coalition où ils ont un petit peu du mal à trouver aussi des points de convergence entre les différents membres du gouvernement. Donc c'est à nous de prendre là le flambeau de l'Europe. Le sujet, c'est la relance du projet européen et la relance de la force du projet européen par rapport à une Chine, à une Russie et des États-Unis qui sont prêts à nous effacer de la carte du monde. Que dire à Donald Trump qui menace de mesures de rétorsion face à la taxe qui va frapper les GAFA, en menaçant par exemple de taxer le vin français? Alors je rappelle que Donald Trump avait déjà menacé de taxer le vin français sans que la taxe GAFA soit sur la table. Donc on est là aussi dans un rapport de force. Je crois qu'il faut tenir bon, évidemment. D'abord parce que les autorités américaines, au moment du G7 de Chantilly, avaient accepté qu'il y ait une taxation des GAFA, et avait accepté que l'OCDE propose un schéma de taxation qui soit mis en œuvre dès 2020. Donc là, c'est un recul par rapport à une position diplomatique qu'ils ont tenue. Par ailleurs, nous avons un certain nombre de pays qui nous soutiennent. Encore une fois, on est un peu devant les autres et nous prenons un peu les coups, mais nous avons d'autres pays, l'Espagne, qui sont en train de regarder une taxation des plateformes numériques, et nous avons aussi une vraie réalité. Et donc tant pis, on ira jusqu'au bout, vous irez jusqu'au bout, même si toujours on la en même vient chose. à cette taxe sur le vin. Le fil de dialogue, il doit être constamment ouvert, et on a tout à gagner à rester à la fois très serein, mais à affirmer avec une certaine fermeté nos positions. Jusqu'ici, ça a plutôt fait avancer les sujets. Emmanuel Macron verra le Premier ministre japonais, Carlos Ghosn, qui est sous contrôle judiciaire très strict au Japon. Son épouse, Carole Ghosn, lui demande à Emmanuel Macron d'intercéder auprès du gouvernement japonais. Que peut faire le président français là-dessus ? Je crois qu'on a toujours une position constante sur ce dossier, comme on l'a vis-à-vis de nos citoyens qui sont face à des justices étrangères, c'est-à-dire s'assurer qu'ils aient un traitement équitable, tout en respectant la justice de ces pays. Donc effectivement, nous allons à nouveau réaffirmer l'intention que nous avons sur ce dossier, tout en acceptant, et c'est bien légitime, le Japon est une grande démocratie, que le Japon déroule son processus judiciaire normalement, mais nous ferons tout l'appui consulaire nécessaire auprès de Carlos Ghosn. Merci Agnès Pannier-Runacher d'être venue ce matin en studio. Je rappelle que vous êtes la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée, merci beaucoup.